Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de géographie de terminale, dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation. La mondialisation renforce l'intégration des territoires à toutes les échelles. L'affirmation de nouvelles puissances et de nouveaux acteurs contribue au creusement des inégalités. Dans ce contexte concurrentiel, la mondialisation est un facteur de coopération, mais aussi de tension. Comment la mondialisation recompose-t-elle les territoires et quelle gouvernance la mondialisation implique-t-elle? Grand 1, la Russie dans la mondialisation, l'étude de cas que nous avons menée en classe. Les éléments d'intégration de la Russie dans la mondialisation sont le renforcement de ses métropoles, l'exportation de ses produits agricoles et surtout énergétiques et l'ouverture de la route maritime nord qui favorise le développement portuaire dans l'Arctique. La Russie s'organise selon un gradient d'intégration à la mondialisation décroissant d'ouest en est, témoignant d'une organisation centre-périphérie du territoire national. L'inégale insertion de la Russie dans l'économie mondialisée témoigne donc du caractère sélectif de la mondialisation. Le paradoxe de la réaffirmation de la puissance russe, c'est que le pays n'a pas retrouvé l'influence qu'il avait au temps de l'URSS, alors que le territoire est immense, que la Russie dispose d'une armée puissante et d'un remarquable poids géopolitique, grâce en particulier à l'exportation de ses hydrocarbures. La Russie reste relativement isolée sur la scène internationale, isolée et redoutée. La réaffirmation de la puissance russe est en réalité un facteur de tension. Grand 2, des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. A. Une mise en concurrence des territoires. Pour Laurent Carouet, la mondialisation est l'ensemble des processus qui facilitent la mise en relation des sociétés et des territoires et renforcent leur interdépendance. S'appuyant sur la DIT, elle accroît la concurrence entre les territoires. En effet, les FTN élaborent des stratégies d'implantation en fonction des différents atouts et avantages comparatifs des territoires. Fiscalité, qualification et coût de la main-d'œuvre, qualité des infrastructures de transport. Les acteurs publics renforcent alors la compétitivité de leur territoire pour répondre aux besoins des entreprises. Connectivité, formation, fiscalité, communication. La mondialisation est donc un processus de valorisation sélective et différenciée des territoires qui repose sur une double logique d'intégration et d'exclusion à l'origine d'inégalités. B. Un jeu d'acteurs multiples. Les FTN sont une conséquence et un moteur de la mondialisation. Elles concernent de nombreux secteurs comme la distribution, l'automobile, l'énergie ou les nouvelles technologies. La plupart ont leur siège dans les pays développés, mais un tiers d'entre elles sont issues des pays émergents. En 2018, les 500 premières FTN emploient près de 70 millions de salariés dans 34 pays et génèrent des milliards de dollars de recettes. La mondialisation redéfinit le rôle des États qui doivent concilier libéralisme et interventionnisme pour attirer les IDE. Ils adaptent leur politique en mettant en place des avantages fiscaux, en modernisant les infrastructures et en finançant l'innovation. La défense et la promotion de leur FTN fait intégralement partie de leur politique étrangère. De nouveaux acteurs apparaissent aussi comme les ONG qui militent et agissent dans différents domaines comme la santé avec Médecins sans frontières, l'alimentation avec Oxfam, l'environnement avec Greenpeace ou les droits de l'homme. Les groupes médiatiques assurent la diffusion de l'information et les diasporas indiennes ou chinoises, tout comme les mafias, participent à cette mise en relation des territoires à l'échelle mondiale. Ce processus est à l'origine d'une recomposition du monde. L'espace mondial devient un espace hiérarchisé et multipolaire. La mondialisation s'articule autour de quelques pôles mondiaux. L'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie orientale forment la triade. Elle regroupe les principaux centres financiers, les carrefours les plus actifs et les centres de recherche. Elles produisent 73% de la richesse mondiale et émettent 85% des IDE. Ce sont les métropoles mondiales, les mégalopoles et les façades maritimes qui polarisent les flux de capitaux, personnes, informations et marchandises. À une échelle encore plus locale, la mondialisation favorise les quartiers d'affaires des villes mondiales comme Manhattan à New York, la City à Londres ou la Défense à Paris. Ils concentrent les fonctions décisionnelles. Les parcs technologiques comme la Silicon Valley attirent les entreprises innovantes et certains ports, Ningbo, Shanghai, Singapour, ou aéroports, Pékin, Dubaï, sont de véritables plaques tournantes pour les flux. Néanmoins, la hiérarchie des centres de décision évolue. Les BRICS rassemblent des puissances d'ambition mondiale qui ont connu une intégration accélérée à la mondialisation. Leur croissance est aujourd'hui ralentie, mais elle concentre des métropoles influentes, Shanghai, Mumbai, Moscou, Sao Paulo, et de puissantes FTN. À leur côté, d'autres puissances régionales émergent en Afrique avec le Nigeria, au Moyen-Orient avec la Turquie, ou en Asie avec l'Indonésie. Cependant, certains de ces territoires périphériques s'intègrent progressivement en s'appuyant sur l'exportation de produits miniers comme la Mongolie, agricoles comme le Kenya ou manufacturés comme le Bangladesh. Une économie de services peut aussi se développer autour du tourisme dans les Caraïbes ou en Afrique, des transports et de l'énergie en Éthiopie ou de nouvelles technologies au Rwanda.
Ainsi, on observe une intégration croissante mais inégale des territoires à l'échelle mondiale, des territoires connectés par des flux divers et mis en concurrence. Les territoires sont intégrés dans la mondialisation à toutes les échelles, mondiale, régionale et locale. Grand 3, coopération, tension et régulation à différentes échelles. Quelle gouvernance la mondialisation implique-t-elle? L'intégration des territoires dans la mondialisation passe aussi par la multiplication d'organisations intergouvernementales à différentes échelles. L'objectif est alors de créer une stabilité, de promouvoir des instances de débat et de coopération. Le nombre d'accords régionaux est en constante augmentation. 400 sont actuellement en vigueur, mais les niveaux d'intégration varient selon les organisations régionales. Les zones de libre-échange facilitent le commerce en supprimant les droits de douane, alors que les unions douanières vont plus loin en créant un tarif douanier unique. Les marchés communs permettent, comme le Mercosur, la circulation des biens, des capitaux et des personnes. L'Union européenne, grâce à son union économique et monétaire, constitue le plus haut niveau d'intégration régionale. Elle a aussi permis de réduire les inégalités en favorisant le rattrapage économique des pays de l'Europe de l'Est. La création de ces organisations est souvent associée aux logiques de puissance, qui cherchent à contrôler leur espace régional. Le couple franco-allemand pour la CEE puis l'Union européenne, le Brésil pour le Mercosur ou encore les États-Unis pour l'ALENA, devenu ACEUM. Ces derniers se sont ensuite heurtés au Brésil dans leur projet de créer un ensemble commercial couvrant toutes les Amériques, ZLEA. À ses débuts, au temps de la guerre froide, l'ASEAN en Asie était une organisation pro-occidentale, mais aujourd'hui, elle doit composer avec les ambitions des puissances chinoises et indiennes. Cette dynamique de coopération reflète donc les grands enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Le rapprochement entre la Russie et la Chine passe par des accords bilatéraux, comme c'est le cas de la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, à vocation économique et sécuritaire, tout comme le projet chinois des nouvelles routes de la soie. La mondialisation est aussi génératrice de tensions. Les défenseurs du néolibéralisme dénoncent les obstacles et critiquent le protectionnisme. Les États-Unis, l'Union européenne ou la Chine sont par exemple les puissances les plus souvent attaquées au tribunal de l'OMC pour non-respect des accords internationaux. Le système mondial multipolaire est structuré par le choix d'intérêts divergents et contradictoires, comme le montrent les accords sur le climat souvent bloqués par les plus grands pollueurs ou encore la rivalité États-Unis-Chine qui impacte aussi les relations internationales. Les États-Unis mènent une lutte agressive contre leurs concurrents. À l'opposé, la Chine renforce ses positions et se lance à l'assaut de nouvelles routes de la soie, y compris en Arctique, pour assurer ses approvisionnements et ses débouchés. La mondialisation a aussi ses détracteurs qui dénoncent la marchandisation des secteurs vitaux, la financiarisation de l'économie, son ubérisation, ses effets sur les droits humains et sur l'environnement. Inquiets, ils souhaitent une mondialisation plus proche des préoccupations des citoyens. Les critiques de la mondialisation prennent des formes variées. Les altermondialistes militent contre ces excès et défendent de nouveaux modèles de démocratie participative et d'économie solidaire. Les lanceurs d'alerte sensibilisent les citoyens aux dérives et les partis nationalistes réclament la fermeture des frontières. C'est des tentatives de régulation de la mondialisation. Les États tentent de faire face aux excès de cette mondialisation mais ne parviennent pas toujours à endiguer les conséquences sociales et environnementales. Les États de l'Union européenne ne parviennent pas à s'accorder sur l'augmentation de la taxation des GAFAM, par exemple, qui profitent des paradis fiscaux européens en Irlande et au Luxembourg. Le lobbying des FTN leur permet d'influencer à leur avantage les politiques publiques. Les organisations internationales favorisent la régulation par le multilatéralisme. L'OMC défend l'intensification des échanges, le FMI veille à la stabilité du système monétaire, la Banque mondiale accorde des prêts aux pays en développement en échange de réformes économiques libérales. Cette gouvernance est dominée par les acteurs occidentaux et les nouvelles puissances réclament une meilleure représentation. Des organisations informelles réunissent aussi les grands acteurs de la mondialisation comme les puissances traditionnelles du G7, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Japon, ou plus récemment le G20, ouvert aux pays émergents. C'est aussi le cas du Forum de Davos, qui réunit États et FTN, ou du Forum social, qui réunit les altermondialistes. Toutes ces organisations sont des groupes de concertation qui protègent leurs intérêts, faisant apparaître la montée des divergences et des tensions dans ce monde multipolaire. En conclusion, la mondialisation met en concurrence les territoires et ainsi devient génératrice d'inégalités et de tensions. Elle recompose le monde et rend difficile une réelle gouvernance mondiale. La montée des tensions et la faiblesse des régulations se traduit par un monde surarmé et en ébullition. En 10 ans, les dépenses d'armement ont augmenté de 20%. 10 puissances réalisent 75% de ces dépenses, dont le tiers pour les États-Unis, 14% pour la Chine et près de 4% pour l'Arabie saoudite.
La montée des conflits est particulièrement sensible en Asie de l'Est, au Proche-Orient, en Asie du Sud et au Sahel. On compte aujourd'hui 402 conflits, dont 226 conflits violents et 18 véritables guerres. Merci et à très bientôt pour la question spécifique sur la France.